dis encore, pour un candidat qui prépare une élection à la présidence de la République ou une élection législative et sénatoriale, ainsi de suite, il est bien pour ce candidat de tout faire pour ne pas se retrouver au Conseil constitutionnel. C'est vraiment ce que je pourrais dire. Parce que quand on s'y retrouve, quand on tient compte des jurisprudences et des expériences passées, très rarement, la liste que l'organe électoral produit, à l'époque c'était le MINAT, et depuis c'est Elecam, elle varie autour d'une ou deux personnes. Je rappelle par exemple qu'en 2011, la seule personne qui avait été repêchée pour l'élection présidentielle, c'était justement M. Ekane Anissé, dont Elecam avait rejeté la candidature, mais au Conseil constitutionnel, du moins à la Cour suprême, il a été repêché. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, c'est un échec. Demain, on peut se poser plusieurs questions, mais moi, ce que je retiens, c'est que si vous voulez être candidat à une élection législative, municipale, présidentielle, assurez-vous sur l'itinéraire de ne pas vous retrouver au Conseil constitutionnel. C'est moi ce que je retiens politiquement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Il faut ne pas être au Conseil constitutionnel pour pouvoir préparer l'élection sereinement. C'est l'avis du docteur Bakota, Théophile Mbon. Il a peut-être raison. Vaut mieux ne pas avoir à se retrouver à cette étape-là et à faire valider sa candidature un peu plus tôt. Sinon, le plus tôt possible. Je suis d'accord avec lui quand il dit qu'il vaut mieux ne pas se retrouver au Conseil constitutionnel lorsqu'on est candidat à l'élection présidentielle. Mais ce que je vais ajouter, c'est que ceux qui se retrouvent là-bas ne le font pas de leur propre choix. Ils sont traînés. Alors je prends le cas de... Ils sont traînés. Ils y sont traînés. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les contentieux, très souvent, sont même le fait du régulateur, celui qui doit réguler la vie des partis politiques. Lorsque un ministre, notamment celui de l'administration territoriale, s'ingère dans le fonctionnement d'un parti politique, potentiellement, c'est des contentieux préélectoraux qu'il crée. Et quand vous irez voir, vous allez constater que plus d'un contentieux est le fait de cette ingérence-là. Alors, malheureusement, la Cour, qu'est-ce que je veux dire? Le Conseil constitutionnel n'a pas observé dans le fond cet aspect du problème. Est-ce qu'il lui appartient d'observer? Voilà, donc c'est ça qui est malheureux. C'est ça qui est malheureux. Alors, il y a donc qui en sont partis véritablement frustrés, n'ont eu le sort qu'ils n'ont pas mérité. Et tout ça, c'est générateur de conflits à n'en point finir. Donc, on ne va pas forcément au Conseil constitutionnel parce qu'on le veut, mais parce qu'on y a été traîné. Et le cas de l'UPC est malheureusement patent. Monsieur le ministre de l'administration territoriale a outrepassé ses fonctions et s'est cru en devoir de nommer un secrétaire général à l'UPC. C'est depuis 2018 que nous vivons cette situation. Ça a créé des problèmes terribles au sein du parti. Et jusqu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas évaluer les pertes. Nous ne pouvons pas évaluer tout ce que nous subissons. Oui, des dommages. Malheureusement, nous ne pouvons pas évaluer les dommages. Et aujourd'hui, encore, au moment où nous avons préparé une candidature, au moment où nous voulons présenter un projet alternatif aux Camerounais, nous voilà barrés du fait même de cette intrusion. Alors, c'est à nous de payer régulièrement les pots cassés. Il faudra bien que ça cesse une fois. Nous sommes dans un état de droit. Et surtout que nous sommes bénéficiaires de décisions de justice qu'on ne met pas en pratique. Des gens se prévalent des fonctions qui ne sont pas les leurs. Ils sont reçus dans tous ces bureaux feutrés. Ils sont reçus jusqu'à la présidence de la République. Mais la plus haute institution judiciaire de ce pays les a déboutés. Parce qu'ils ont été
arbitrairement nommés comme responsables de ce parti. Et c'est eux qui créent tout le désordre que nous connaissons. Tous les Camerounais le savent. Alors dites-moi que nous sommes dans un état de droit. Un état qui ne peut pas appliquer les décisions de justice. Alors voilà une perte, voilà un dommage que nous subissons du fait de cette intrusion-là. Il y en a qui applaudissent, il y en a qui se gargarisent de nos malheurs. Et chaque fois, c'est un éternel recommencement. Nous avions des élus, nous avions des députés, nous avions des maires, nous avions des conseillers municipaux. Du fait de cette intrusion, nous avons tout perdu. Aujourd'hui, nous sommes un parti qu'on a réduit à une peau de chagrin. Et on veut nous cantonner dans un village. C'est deux frères, deux cousins qu'on met en exergue comme se disputant le parti, chacun prenant sa part. Et l'État le voit. Personne ne dit rien. Alors lorsque la plus haute instance judiciaire s'est prononcée, quel est le recours? Mais nous sommes un parti expérimenté, un parti qui est passé par tout cela. Je crois que d'autres à notre place ne l'auraient pas accepté. Ils auraient créé une situation malheureuse dans ce pays. Mais nous nous gardons de le faire. D'accord, d'accord. Monsieur Ngoran, sur la question de l'intrusion ou de l'immixtion des autorités de l'administration territoriale, du ministère ou du ministre de l'administration territoriale dans la vie des partis politiques, ce n'est pas la première fois que cette accusation revient. Il me semble d'ailleurs que votre parti politique en a fait les frais dans le processus, dans le circuit qui amène vers le Conseil constitutionnel. Il n'existe, semble-t-il, véritablement pas une autorité ou alors un contre-pouvoir qui puisse minimiser cette immixtion quand elle serait vraie et justifiée ou alors réelle, cette immixtion du MINAD dans la vie des partis politiques. Il va falloir imaginer un instrument dans la nomenclature démocratique du Cameroun qui permettent à ce que les décisions de justice, par exemple, soient simplement appliquées. Est-ce qu'il faut, dans cet état de droit-là, faire de la magie pour que des décisions de justice soient appliquées? Eh bien, je commencerai déjà par préciser que le Conseil constitutionnel a été créé par la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996. Mise en exercice ou alors mise en application ou alors mise en fonctionnement le 7 février 2014. Et il faut dire que 2018, je crois, parce que ça, oui, 7 février 2018, parce que c'était juste quelques mois avant la présidentielle de 2018. Et je me souviens de cette image où le président du Conseil constitutionnel dansait, était très content de sa nomination. Et il faut préciser que le premier dossier, ou alors la première mission mise en route de ce Conseil constitutionnel, c'était lors de cette élection présidentielle de 2018. Donc, celle-ci, elle est à sa deuxième expérience. Le Conseil constitutionnel a trois fonctions ou alors trois rôles fondamentaux. Le premier rôle ou alors sa première mission, c'est d'abord le contrôle de constitutionnalité. Ça veut dire que il veille au contrôle des lois constitutionnelles. La deuxième fonction, c'est la fonction du régulateur. En d'autres termes, ça veut dire que le Conseil constitutionnel contrôle, il veille et se prononce sur la régularité ou alors les mouvements entre les institutions ou les instances du parti. Et partant donc de ce fait, on a toujours crié sur ce fameux problème qui est persistant et qui est connu de tous, ce que nous avons appelé les trois pouvoirs. Il y a toujours un problème entre ces trois pouvoirs parce que l'émission de l'exécutif est très présente sur les deux autres pouvoirs. Donc, il n'y a pas véritablement un équilibre dans
le management de ses pouvoirs. Voilà l'une des missions que le Conseil constitutionnel devait également travailler. On parlait justement je parlais tout à l'heure des deux autres, mais il y a effectivement maintenant la troisième mission du Conseil constitutionnel qui est le contentieux électoral. Ça peut être préélectoral comme ça peut être post-électoral. Donc, en ce sens, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé au Conseil électoral? Dans d'autres pays, comme au Sénégal, c'est une cour constitutionnelle. Et à ce moment-là, la cour constitutionnelle, elle a un poids pesant. Les juges sont totalement indépendants et ils sont nommés par leur père. Ils sont élus par leur père, pas nommés, ils sont élus par leur père. Et vous vous souvenez de ce qui est arrivé à Macky Sall quand il a voulu tripatouiller la Constitution. Donc, ils ont une totale indépendance. Donc, pour nous ici, nous avons opté pour le Conseil constitutionnel en ce sens qu'on a voulu donner un droit de regard. Dans ce sens que le Conseil constitutionnel joue un rôle consultatif. Mais le plus important, ou alors le rôle le plus important ici, c'est celui dont vous parlez tout à l'heure, le rôle de régulateur entre les institutions. Ça veut dire que chacun doit pouvoir rester à sa place et faire son travail. Le ministère de l'administration territoriale n'est pas la tutelle des partis politiques. Il faut que cela se sache. Donc, quand les partis politiques, parce que quand tu es tutelle, ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux parce que ce sont tes subalternes, tu peux les convoquer, tu peux... Or, cela est interdit. Les partis politiques peuvent faire ce qu'ils veulent en leur sein. Mais d'où vient-il que Minat... Et quand on fait ce travail-là, vous faites juste copie par devoir de réciprocité administrative. Vous informez. Et le Minat prend acte. Mais d'où vient-il que c'est le Minat qui doit, à l'intérieur des partis, choisir des personnes, désigner ou alors faire ce qu'il veut? Et je crois que le doyen le disait tout à l'heure, c'est ça qui crée effectivement ces différents problèmes préélectoraux que nous avons constatés. Donc, il faut effectivement que chacun puisse rester à sa place et faire son travail. Vous le disiez tout à l'heure, nous, le PCRN, nous avons subi beaucoup. Derrière ce Minat, nous avons subi beaucoup. Quand vous vous rendez compte qu'un député de la nation, qui plus est l'un des secrétaires de l'Assemblée, à qui on demande au gouverneur de le chasser, de le faire sortir de cette région, j'ai envie de dire, mais où est-ce que nous en sommes en matière de droit? Mais je dis que pour ce qui arrive aujourd'hui, ou alors ce qui arrive aujourd'hui, ce que nous avons dû constater au niveau du Conseil constitutionnel, il faut se dire, comme le docteur Bakota le disait tout à l'heure, pour tout leader, pour tout parti, il faut surtout éviter d'en arriver à ce niveau. Parce que la plupart des gens qui arrivent à ce niveau, pour les personnes avisées, la plupart des gens, au moins à 70 ou à 80%, nous avons déjà à peu près déjà le résultat qui sortira de là. Donc c'est une lecture qui est tout à fait normale, qui est tout à fait logique, basée sur un ensemble d'éléments. C'est pour ça que quand le Conseil constitutionnel a statué sur ces différents cas, vous le disiez tout à l'heure, vous vous rendez compte, les 13 dossiers qui ont été arrêtés par l'ELECAM, ce sont ces 13-là qui sont encore réolés ou alors reconduits par le Conseil constitutionnel, qui statue donc en matière électorale. Et d'ailleurs, comme il le disait tout à l'heure, il parlait d'un plan B tout à l'heure. Effectivement, dans ce processus, je crois l'article 128 du Code électoral prévoit que si un candidat a été déclaré inéligible par le Conseil constitutionnel, ce même parti peut désigner un autre candidat. Ce même parti peut désigner un autre candidat. Il suffit que ce même candidat remplisse donc les conditions d'éligibilité. À partir du moment, cela peut se faire. Et d'ailleurs, l'alinéa 2 de cet article précise que il faudrait que cela soit fait dans les 3 jours
qui suivent la décision de rejet. Donc, effectivement, je dis ça pour répondre à ce qu'il disait, c'est ce qu'il parlait tout à l'heure d'un plan B et autres là. C'est toujours possible. Donc, un parti qui a vu son candidat être déclaré inéligible, ce parti peut encore le faire. Mais je dis que pour nous qui sommes du PCRN, on dit souvent, quand vous n'avez pas été confronté avec à quelque chose, vous ne pouvez pas véritablement juger cette chose, vous ne pouvez pas véritablement l'analyser. Donc nous faisons notre véritable première expérience à ce Conseil constitutionnel, et je dis ce que nous avons obtenu, ce que nous avons vu, nous ne pouvons dire que pour le Conseil constitutionnel a dit le droit, et uniquement le droit. Donc à ce moment-là, je me dis que pour tous ceux qui savaient, qui ont, en tout cas à partir du moment où le sieur Kona a introduit le recours en annulation, je crois que la plupart d'entre nous, nous étions sereins, nous savions que pour pouvoir le faire, il faut d'abord, d'après l'article, je crois, 129 du code électoral, qui disait que la personne qui doit introduire la requête au Conseil constitutionnel, il faut que la personne ait d'abord qualité. Donc nous savons que depuis notre combat avec le sieur Kona, nous avons toujours eu gain de cause sur ce problème de qualité. À 5 reprises, nous avons eu la faveur des juges dans les tribunaux, c'est-à-dire depuis... et si on avait tenu compte de cette décision, de ces 4 ou 5 décisions de justice, j'imagine qu'on n'en serait pas arrivé à 6e décision. À cette requête au Conseil constitutionnel. Elle n'aurait même pas été fondée. Bien évidemment, c'est pour ça que quelqu'un disait, je crois dans le reportage, quelqu'un disait tout à l'heure qu'on aurait dû même ne pas prendre. Mais sauf qu'il n'y a pas une véritable... Il y a un petit vide juridique de code électoral qui disait qu'il faudrait quand même qu'on arrive à pouvoir tamiser au niveau de l'ELECAM. Parce que pour l'instant, l'ELECAM reçoit tout ce qui vient. Et il envoie. Il traite, il envoie. Et puis le Conseil constitutionnel également, quand vous venez déposer la requête au niveau du secrétariat, on vous enregistre d'abord quand même. On vous enregistre quand même, et puis on vous donne le récépissé, et puis c'est après que les justices, vous avez suivi, il y avait 35 recours. 36 recours. 36 recours. Donc, et dans ces 36 recours, vous vous rendez compte qu'il y avait quand même des dossiers vraiment... excusez-moi peut-être du terme, de ce qui était quand même fallacieux, c'est-à-dire que vous voyez dans fantaisie, c'est-à-dire vous voyez quelqu'un, on vous dit il y a pas de déclaration, je vais dire quoi, quelqu'un qui n'a pas de bulletin numéro 3, le casier judiciaire, quelqu'un qui ne remplit pas les conditions d'âge, par exemple. Des trucs assez basiques, parce que c'est gratuit, il faut le dire. Quand c'est pour l'élection, c'est gratuit. Donc, ne serait-ce que des documents aussi basiques qui sont gratuits, des gens n'arrivent pas à avoir. Donc, ce genre de choses, on s'est dit que c'est quand même assez fantaisiste. C'est la raison pour laquelle, même à cette élection, quand on voyait la pléthore de candidatures qu'il y avait, on se disait qu'il y a un problème de sérieux. Peut-être c'est parce qu'il n'y a pas cette loi qui doit dire à l'ELECAM que non, quand quelqu'un vient avec son dossier, il y a ce qu'on appelle, je crois que c'est Madame Viviane Ondoa-Biolay qui nous disait qu'il faudrait quand même que pour la présidentielle, qu'il y ait ce qu'on appelle les préalables. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a au moins 2 éléments sur lesquels on appelle ça, c'est-à-dire que des non discutables. Parce qu'on ne peut pas dire que 35 ans et tu as 26 ans, tu viens déposer un dossier jusqu'à ce qu'on prenne. C'est vraiment pas sérieux. C'est pas sérieux. Tu as 31 ans, tu viens déposer et on prend. Donc il y a quand même des préalables qu'il faut vraiment respecter. Théophile Mbong, avant qu'on ne passe la parole au doyen national de l'UPS. Oui, merci. Je voudrais revenir sur cette hypothèse. Rapidement. Le copanéliste, à savoir que lorsque un candidat a été jugé et inéligible, le parti a la possibilité de le remplacer. Mais cela n'est pas possible lorsque le motif du rejet porte sur le parti. Lorsqu'on parle de pluralité d'investiture, là ça devient compliqué. Alors là ça devient compliqué. Alors c'est le cas de l'UPC et de bien d'autres. Alors là il faut absolument voir, parce que lorsqu'il y a cette pluralité d'investiture, sûrement qu'il y a un signataire qui est le bon, un ou plusieurs signataires
qui ne sont pas les bons. Ce n'est qu'en jetant un coup d'œil, ce n'est qu'en regardant dans le fond de ce dossier qu'on verra qu'il y a un plaisantin qui s'est permis de s'investir ou d'investir au nom du parti alors qu'il n'avait pas qualité de signer. Voilà, et c'est de ça que l'UPC a souffert. Et je vous dis que nous avons 4 recours adressé contre l'UPC, parmi lesquels un candidat d'un autre parti. Il a été candidat du Moreb, je me permets de le citer, Moreb. Son dossier a été rejeté parce qu'il n'y avait pratiquement pas de pièces là-dedans. Mais lorsqu'il vient déposer son recours ne vise pas la réhabilitation de sa candidature, mais son recours c'est que l'UPC n'a pas qualité pour investir un candidat à l'élection présidentielle. Alors des recours fantaisistes comme ça, juste pour nuire à un parti, on les laisse passer et très souvent la nuisance atteint le parti visé. C'est ce que je l'ai dit. Monsieur Foucault, tout le monde semble dire que le Conseil constitutionnel est effectivement en train de remplir et de bien remplir ses missions, même si les résultats de son travail ne sont pas parfaits, sont perfectibles. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer, pour rendre notre Conseil constitutionnel plus puissant dans pour les prochaines échéances, le rendre plus souverain? On appelle les membres du Conseil constitutionnel, on les désigne comme étant des immortels. Comment on fait pour que le travail de ces immortels-là se rapproche le plus possible de l'irréprochable quand on voit que ce Conseil constitutionnel ne peut pas, par exemple, connaître de certains dossiers au fond? Toute œuvre humaine est perfectible. Je pense que l'expérience, parce que étant passé par là, moi-même je suis passé par là lors d'une élection en 2020, j'étais très courroucé parce que on ne m'avait même pas donné la parole. Mais cette fois-ci, je crois qu'on a pu donner la parole à des personnes pour s'exprimer et des personnes qui maîtrisent le domaine. Peut-être moi je ne maîtrisais pas. Ceux-ci maîtrisent le domaine du droit, se sont exprimés et on a fait sortir la sentence. Cette cour peut être encore peut-être perfectible si on essaie de recadrer ceux qui vont intervenir. Parce que cette fois-ci, j'ai vu, il y avait certaines personnes qu'on aimait. Comme il y a un candidat là qui est venu, bon, on peut dire un candidat farfelu, pour autant c'est un candidat qui fait le buzz maintenant dans les réseaux sociaux, on ne l'a pas permis de s'exprimer. Je crois que c'est quelque chose qu'on peut arranger lorsque vous venez. On aurait dû lui donner la parole. La parole pour s'exprimer. Je crois que on voudrait essayer d'étouffer l'affaire où il a dit qu'on lui devait beaucoup d'argent. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas voulu qu'il s'exprime. L'information de dernière minute qu'on a aussi, c'est qu'il sera, le candidat Blessing, c'est comme ça qu'il s'appelle, il sera reçu en audience demain par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, pour statuer donc sur son dossier. On va dire qu'à quelque chose de malheur est bon. Ça veut dire qu'il a réussi son coup, parce qu'il a dit qu'on n'ajoute pas l'argent sur l'argent. Qu'est-ce qu'on fait des milliers d'autres Camerounais qui ont des dossiers en instance et qui sont bloqués par des agents du ministère des Finances? Faudrait-il que pour les prochaines présidentielles, eux aussi, ils constituent des dossiers de candidature de cette nature-là pour être entendus? Est-ce que la présidentielle... Il a réussi son coup. Il a réussi son coup. Je pense qu'on a dit qu'il y a des candidats farfelus qui arrivaient. On a reçu même des artistes. Mais celui-ci, peut-être son objectif, ce n'était pas d'être président de la République. C'était d'attirer l'attention sur... Il était le porte-parole des sans-paroles parce que, je vais vous dire, je connais beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui ont fermé en leur entreprise parce que l'État n'est pas... est un mauvais payeur. Voilà, ça fait à ce que lorsque vous dites à quelqu'un, il y a un carton pour aller réaliser, par exemple, un forage dans tel village, il vous dit, je vais me sacrifier après. Donc ça ne sert à rien d'aller travailler pour l'État. Or, l'État devait être le système, la machine qui encourage le développement économique dans le pays. L'État devrait être la mamie nourricière qui permet aux entreprises de perdurer. Vous voyez, on crée une entreprise, quelque temps après ça disparaît. Donc, le monsieur a trouvé la parade, que peut-être en passant par là, il pouvait se faire payer. Pour revenir dans le sujet de la Cour elle-même, je pense que le fait aussi d'avoir interdit à beaucoup de journalistes le reportage en direct, par moment, on était en train de dire non, c'est interdit, il faut arrêter. Et la mouvance qu'il y a eu aussi autour de lieux où on a arrêté certains, où on envoie le gaz lacrymogène. Nous avons déjà eu une certaine expérience. Les Camerounais sont assez matures. Je pense que nous n'avons plus besoin de certaines scènes parce qu'à l'international, les gens vont mal interpréter ces images. Donc, je pense que ceux qui encouragent ce désordre devraient être corrigés.
Parce que pendant très longtemps, on nous a tournoyé dans les médias en nous expliquant avec le gros français, le peuple français, que nous n'étions pas intellectuels parce qu'ils étaient des gens capables de nous dire qu'il y a un mandat impératif qui n'est pas impératif. Et aujourd'hui, on voit les mêmes gens qui nous expliquaient, ils ont même, je vais vous dire quelque chose qui m'a encore fait rire. Il y a des élus qu'on a débauchés ailleurs pour venir avec au MRC. Et à la dernière minute, paf, ils sont lâchés en plein vol. Que vont devenir ceux-ci? Ça va être comme à l'époque, les Michel Doki et les Saint-Germain qui se sont retrouvés au carrefour. Et cette fois-ci, je me demande bien comment il va réussir, parce qu'étant déjà allé dans le Manidem, même s'il n'a pas pu produire sa carte d'adhérent officiellement, il a dit ça dit, en politique, il faut éviter de chercher les raccourcis. Quand vous cherchez les raccourcis, ça vous rattrape. Malheureusement, c'est ce qui risque d'arriver. Donc, moi, je pense que la politique, il faut avoir une certaine cohérence, parce qu'il ne faut pas chercher les coups raccourcis. Il y a toujours un coup, comment on appelle, short circuit, c'est-à-dire que le choc électrique, un court-circuit. Le court-circuit vous rattrape à un moment donné et il n'y a pas moyen, parce que l'ampoule grillée, quand c'est grillé, ça ne peut plus éclairer. Donc vous devez être un leader politique, vous devez être quelqu'un que les autres prennent pour modèle, quelqu'un qui essaye de faire réussir ceux qui sont autour de lui. Si vous vous retrouvez une fois, vous abandonnez vos amis quelque part, demain vous êtes dans telle autre situation, ça pose un peu de problème. Et moi, je pense que nous, les hommes politiques, devons être des porte-étendards, devons être des modèles pour ceux qui nous suivent. Sinon, peut-être, nous ne devons pas être des politiciens. Le politicien doit savoir anticiper sur les pièges. Le politicien doit savoir montrer, expliquer sa vision. C'est ça aussi qui nous manque, nous, hommes politiques, aujourd'hui. Généralement, nous n'amenons pas les populations à suivre nos programmes. Nous n'amenons pas nos populations à avoir une vision. Parce que vous ne pouvez pas me dire qu'aujourd'hui, je suis dans un parti de droite. Paf, demain, je suis avec un parti de gauche. Comment vos militants vont se retrouver? Qu'est-ce que vous allez pouvoir vous dire? Quelle est la logique? Ils suivent peut-être la personne plus voilà, c'est pour ça. Mais voilà, ça veut dire que nous ne devons pas être des moutons, parce qu'à la limite, vous allez, quand le mouton, le premier tombe dans le trou, les autres suivent. Donc vraiment, il faut qu'on se repose les questions. Où est-ce que nous voulons? Et cela m'amène à dire, peut-être, le président Biakou a dit qu'il voulait être celui qui a mené la démocratie, devrait comprendre qu'au Cameroun, on a besoin peut-être des élections à 2 tours. Parce que le président, le camarade Moukoko Priso, à une certaine époque, avait parlé du bulletin unique. Que bon, ok, on fait un bulletin unique pour tous les candidats, ça va éliminer beaucoup de ces détails qu'on a aujourd'hui. Si on avait des bulletins uniques, même si on mettait 10 candidats, eh ben, on ne peut pas jongler avec ces bulletins uniques. Je crois que c'est une des solutions pour que les choses puissent mieux marcher. Merci.